Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette émission de questions d'actualité qui porte aujourd'hui sur le diabète. Alors, vous allez vous demander pourquoi le diabète. D'abord, rappelons que nous avons célébré la Journée mondiale de lutte contre le diabète récemment, le 14 novembre 2011. Et au-delà de cette actualité de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, vous avez aussi cette maladie chronique qui tue, selon les données de l'OMS, environ 4 millions de personnes par an. Et par ailleurs, 1 million d'amputations sont dues également à la même cause. Alors, vous voyez, le phénomène est important et d'actualité. Alors, pour en parler, je suis entouré des spécialistes autour de cette table et pour vous édifier sur la maladie, ses séquelles et surtout, comme nous l'avons dit dans notre titre, comment vivre avec le diabète. Nous avons d'abord le professeur Sidibé Assar Traoré, qu'on a connu au Point G, mais maintenant je rappelle qu'elle se trouve à l'hôpital du Mali. Madame Sidibé, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'ORTM. Bonsoir. Alors, à côté de Madame Sidibé, le professeur Sidibé, donc, nous avons Dr Nientao, qui est de Santé Diabète, une ONG qui s'occupe du diabète, donc qui lutte contre le diabète. Dr Nientao, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'ORTM. Et à côté de Nientao, nous avons le Dr Nazoum, qui est au niveau de la Direction nationale de la santé. Il s'occupe spécialement des maladies non transmissibles, dont le diabète. Nous avons le Dr Nazoum J.P. Diarra. Il est au niveau de la Direction nationale de la santé. Bienvenue sur le plateau de l'ORTM. Merci. Et à côté du Dr Diarra, nous avons le Dr Drago Amadou. Il est le médecin référent, c'est-à-dire ceux qui ont les cas de diabète qui les réfèrent au niveau des centres spécialisés. Il est au niveau de la commune 1. Docteur Drago, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'ORTM. Et vous comprenez, un tel débat ne peut pas se faire sans les intéressés. Nous avons les associations des diabétiques qui sont représentées sur ces plateaux en la personne de Karfa Maïga. Karfa Maïga, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'ORTM. Et sans plus tarder, me tournant vers le professeur, quels sont les signes extérieurs des manifestations du diabète et quelles sont les personnes qui sont les plus exposées au diabète? Ok, merci M. Koulibaly. Donc avant d'aborder sur les signes, je voudrais simplement donner la petite définition du diabète. Cette définition, c'est simplement le fait que le diabète est un excès de sucre dans le sang. Et cet excès vient parce que le corps de la personne n'arrive pas à mieux utiliser ce sucre. Et ce sucre, il l'a à partir de l'alimentation. Et chaque fois, je le dis à nos patients, comme on ne peut pas s'arrêter de s'alimenter, si on a un problème qui fait que le sucre que l'on prend dans l'alimentation ne peut pas être utilisé, on doit se mettre en tête que ce sera quelque chose de chronique. Et cela ne devrait pas effrayer, mais plutôt on devrait comprendre. Mais avant que vous ne passiez aux autres signes, nous autres, on a souvent entendu parler de diabète sucré. Est-ce que c'est un abus de langage ou pourquoi un diabète sucré? Ce n'est pas un abus de langage parce qu'il y a deux types de diabète en fait. Il y a le diabète sucré qui concerne donc l'anomalie d'utilisation du sucre par le corps. Il y a ce qu'on appelle aussi le diabète insipide qui est dû à une anomalie au niveau de l'hypophyse dans la tête qui fait que là aussi on perd beaucoup d'eau mais pas de sucre. C'est pourquoi on dit diabète sucré pour bien définir qu'on parle de l'anomalie de l'utilisation du sucre par le corps. Donc en ayant fait cette petite définition que les gens comprennent que c'est la non-utilisation du sucre par le corps et non l'absorption du sucre, il faut connaître les signes. Et effectivement, certaines personnes présentent les signes mais ne font pas attention. Donc ces signes, c'est très facile. C'est d'abord le sujet qui pisse beaucoup, il va beaucoup uriner, parce que l'excès de sucre dans le corps fait que le corps réagit et veut se débarrasser de ce sucre, et ça se fait au niveau par les urines, et le sucre amène également beaucoup d'eau avec lui. Donc le sujet boit énormément, il peut boire des litres et des litres, jusqu'à 5-6 litres par jour. Il urine également, il urine beaucoup, et les mêmes quantités d'urine, ce qui fait qu'il se déshydrate. Et on entre dans un cercle vicieux. Il pisse beaucoup, il va boire. Il pisse, il boit. Et troisième signe important, c'est l'amaigrissement. Puisque c'est comme s'il a de l'énergie dans le corps qu'il ne peut pas utiliser, donc il maigrit. Ça, c'est le troisième signe. Cela se voit essentiellement chez 80% des diabétiques. Donc, ça, c'est la génétique, parce qu'il y a des diabétiques qui sont assez gros. Eux, c'est encore quelque chose de beaucoup plus spécifique, c'est quand on va faire la classification pour une meilleure prise en charge. Mais le signe commun qu'on doit dire, le signe de l'hyperglycémie, c'est donc beaucoup pisser, donc polyurie, on dit ça.
beaucoup boire, polydipsie, amaigrissement et polyphagie, c'est-à-dire le sujet mange énormément, mais ce repas n'est pas utilisé par son corps parce qu'il manque quelque chose qui fait que ce n'est pas utilisé. Donc il a permanemment faim et c'est le paradoxe parce que c'est un sujet qui mange beaucoup mais qui est maigre. Donc il y a un amaigrissement qui vient là parce qu'il n'utilise pas l'énergie qu'il est en train d'avaler. Alors ma question avait un autre volet. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des personnes qui sont exposées à faire le diabète de par certaines situations? Tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque du diabète. Donc d'abord il y a l'hérédité. Je pense que ce côté hérédité, il faut l'avoir en tête. Il faut forcément avoir une petite notion d'hérédité pour pouvoir développer un diabète. Mais en plus de cette hérédité, il y a maintenant des facteurs de risque associés qui sont là, qui est d'abord l'obésité, qui commence à être quelque chose de très important, pas seulement en Occident, mais même chez nous. Donc il y a la sédentarité, parce que le sujet ne bouge pas, donc n'utilise pas bien son sucre et ses nutriments qu'il avale. Il y a également des femmes qui font de gros enfants, qu'on appelle donc la macrosomie. Donc toute femme qui accouche de gros enfants doit se dire attention, il faut voir si je ne suis pas diabétique. Donc ça, ce sont les éléments essentiels qu'on dit aux gens, c'est le facteur de risque. À côté de cela aussi, il y a certaines maladies qui sont souvent associées à l'état diabétique. C'est par exemple l'hypertension artérielle. Les sujets hypertendus, on leur recommande de faire quand même de temps en temps un contrôle glycémique pour voir si on ne peut pas découvrir un diabète. Donc ça, c'est à peu près les éléments essentiels. Le diabète de façon classique, générale. Maintenant, ce diabète, on le classe parce qu'il faut classer pour bien traiter. Très bien. Donc, classiquement, on dit qu'il y a deux types. On dit type 1, c'est-à-dire que c'est le diabète en général du sujet jeune, avant 30 ans. Et on l'appelait diabète maigre parce que ce sujet n'a pas du tout l'hormone qui nous aide à utiliser le sucre dans le corps, qui est l'insuline. Donc, ce sont des gens jeunes qui ont trop de sucre dans le sang parce que leur corps ne leur produit pas l'hormone qui permet de mieux utiliser. Ça, c'est le type 1, c'est le sujet maigre en général. Mais est-ce que ce type, on peut le rencontrer chez les bébés? On le rencontre chez les bébés. Dans le service, d'ailleurs, il y a des gens qui ont vraiment un diabète très tôt découvert. Heureusement, ce type 1 est moins, c'est 10% de l'ensemble des diabètes. Heureusement, parce que le traitement est difficile, c'est l'insuline. Et comme cela nous intéresse, nous allons demander directement au docteur Nientao, est-ce que ce type de diabète type 1-là, qu'on rencontre chez les enfants, on en a beaucoup à Bamako, pour ne pas dire le Mali, parce qu'on va arriver à la prévalence bientôt? Non, c'est une question assez intéressante. Je pense que le professeur Sidibé a eu à le dire, de plus en plus on en voit. Puisque malheureusement, comme elle l'a signalé, il faut un dépistage précoce de ces enfants diabétiques, puisque le tableau clinique peut être trompeur. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent venir pour d'autres maladies dans les services de pédiatrie. S'ils ne sont pas avisés, ils ne feront pas la part des choses. Ou même à l'intérieur du pays, où on n'a pas beaucoup de médecins spécialistes, et que la tâche des médecins est assez lourde et variée, donc souvent ça passe inaperçu. Donc ce diabète existe. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant, qu'il faut arriver à les détecter ou à faire le dépistage. Alors, est-ce qu'à ce niveau, déjà, nous allons y revenir en profondeur? Vous pouvez orienter déjà les parents, parce que c'est des cas sensibles. Alors là, en général, c'est le personnel hospitalier. Ah, okay. En général, les parents, comme le professeur Sidibé a si bien signalé, et ils présentent beaucoup plus les signes du diabète, beaucoup plus que, en général, les adultes. C'est-à-dire cette notion d'abondance des urines, cette notion de boire beaucoup d'eau et de se sentir fatigué, de perdre du poids, malgré que l'enfant mange normalement, on a l'impression que, alors, à tort, on peut dire ah, c'est quelqu'un qui doit avoir des verres parce qu'il mange, il ne grossit pas. Et puis, il peut même laisser échapper l'urine en dormant, puisqu'il y a cette notion d'abondance des urines qui est là. Mais malheureusement, l'ensemble de ces signes peuvent passer inaperçus. Et cet enfant, en général, est reçu dans les hôpitaux dans un état de coma. C'est ce qui fait toute la difficulté de cette forme de diabète. C'est ça. Je disais tantôt, si vous en avez beaucoup, quelle est la prévalence de ce type de diabète, notamment à Bamako? Alors, ce diabète, normalement, représente 10% de l'ensemble des diabètes. Mais, de plus en plus, on arrive quand même à les dénicher, puisqu'il y a quelques années, on ne les voyait pas assez dans nos centres. Donc, je pense qu'avec les informations qui passent, les gens sont mieux informés, les médecins sont mieux avertis et ils arrivent à les dépister. Et nous avons un programme qui s'appelle Life for a Child,
que le professeur Sidibé, le Centre de lutte contre le diabète, l'ONG Santé Diabète Mali, pilote. Et ce projet suit aujourd'hui plus de 150 enfants. Et donc, pour dire qu'ils existent, parce qu'il y a 3 ans, on n'en avait que 10. Et aujourd'hui, en 2011, on a 150 enfants. Donc, ces enfants existent. Et les plus jeunes de notre programme à Bamako, ici, ont moins de 4 ans. Nous allons d'ailleurs demander, en attendant de revenir à la Direction nationale de la santé pour la prévalence, nous allons demander à Dr Drago, qui est dans un centre de référence où peut-être il a affaire à ces cas de type 1, diabète de type 1. Oui, Dr Drago. Effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le diabète de type 1 également existe. De plus en plus, on commence à faire la découverte. Chez nous, en commune 1, déjà, nous suivons 11 cas de diabète de type 1. Et donc, voyez-vous que c'est une maladie qui est très onéreuse, le diabète. Et donc, Dr Nyintaro vient de le dire, c'est des patients que nous sommes en train d'enregistrer dans un programme afin que ces patients-là puissent trouver une aide. Et l'aide, là, c'est surtout l'insuline qui a les traitements à vie et surtout les glycomètres pour les traitements. Par rapport à ce que je disais tantôt, s'il y a des conseils à donner, par exemple, aux parents, comment se rendre compte pour aller, parce qu'on le dit souvent, hein, les consultations d'enfants sains, malheureusement, ce n'est pas une habitude au niveau des populations. Alors, s'ils ont quelques signes qui permettent, par exemple, de dire attention, tel enfant, si vous voyez tel signe, vaut mieux l'amener. Peut-être il y a lieu, c'est une alerte. Ok, merci. Le professeur Sylvie avait commencé à classer le diabète puisqu'il y en a 2 types classiquement, le type 1 et le type 2. Le type 1, généralement, lui, les signes sont plus accentués chez le type 1, qui est surtout uriner beaucoup. Donc, on dit la polyurie et la polydipsie. Quand on urine beaucoup, on boit beaucoup. Donc, quand on boit beaucoup, et souvent également, il peut y avoir une polyphagie, ça veut dire que l'enfant mange beaucoup. Mais contrairement à l'enfant mange, l'enfant n'utilise pas l'énergie qui est là. Donc, l'enfant va puiser sur les autres sources d'énergie qui sont surtout les protéines et les lipides. Donc ceci va amener l'enfant à dépérir. Donc, nous avons ces signes-là. Uriner beaucoup, manger beaucoup, boire beaucoup et l'amaigrissement important chez les enfants doit pousser les parents à consulter rapidement le service de pédiatrie qui pourront diriger ces patients-là vers un spécialiste. Très bien. Alors, docteur Nazoum, chacun de nous a certainement un parent ou un voisin qui est diabétique ou qui a un parent diabétique. Alors, cela dénote d'une certaine ampleur du phénomène. Est-ce qu'on peut se faire une idée de la prévalence du diabète aujourd'hui sur l'ensemble du territoire malien? Bien, merci, M. Nyanga Koulibaly. Je suis très content de faire une date sur cette table. C'est les maladies transmissibles. Et comme les gens ont dit, par rapport au diabète, il n'y a pas véritablement d'études qui ont été faites. Mais par rapport à certains travaux qui ont été faits par Atlas, qui est une institution qui travaille sur l'ensemble des pays, on a pu trouver quand même qu'au Mali, c'est estimé à 3,3%. Et si on voit ça, ça fait quand même des centaines de milliers de malades au Mali. Donc c'est vraiment l'information pour le moment qui est vraiment disponible. De la population d'ensemble. Ouais. Est-ce qu'il y a des zones qui sont les plus exposées ou des zones où on enregistre le maximum de cas de diabétiques, notamment les zones urbaines comparées aux zones rurales ou ainsi de suite? Cette question, je pense, je préférerais peut-être la donner à l'ONG Santé du diabète qui est en train de travailler beaucoup à l'entrée du pays et pourra fournir une information dans la matière. Il y a, les zones urbaines sont beaucoup plus touchées par la maladie diabétique et plus touchées que le milieu rural. Et ça, le professeur Sidibé a signalé les facteurs de risque qui semblent être incriminés dans cette élévation de la prévalence au milieu urbain. Donc, notamment la sédentarité, les gens bougent très peu, c'est les motos, les voitures, l'obésité, donc cette consommation excessive de calories qu'on ne dépense pas et qui fait que les gens grossissent de plus en plus dans nos pays et est un facteur important de risque de ce diabète-là qui existe beaucoup plus en milieu urbain qu'en milieu rural. Et nous avons mené une étude au Nord Mali, même en milieu nomade. On a trouvé qu'il y avait environ 2% de diabétiques. Ça, c'est des gens qui sont au nord de Tombouctou. Donc, ce qui signifie que c'est vrai qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus touchées que d'autres, mais tout le pays est touché par cette maladie. De Kaï jusqu'à Kidal, nous avons des diabétiques. Et donc, je pense qu'en 2011 ou dans un futur très proche, nous allons essayer de revenir encore sur les études. Beaucoup d'études ont été menées sur le terrain, beaucoup d'études par
la MLD, par l'ONG Santé Diabète Mali que je représente, mais nous voulons coordonner nos efforts pour essayer de trouver encore des chiffres beaucoup plus solides pour convaincre les politiques. Il y a lieu d'ailleurs, Dr Nazoum, d'aller à cela, d'aller à une étude, et c'est ce qui m'amène à poser la question, y a-t-il une politique en la matière? Oui, en fait, il n'y a pas longtemps que nous venons de finaliser notre document de politique des maladies non transmissibles et qui a été finalement adopté au niveau du ministère de la Santé et qui doit peut-être aujourd'hui se trouver au niveau du gouvernement pour être validé. Et ce document de politique prend en compte l'ensemble des maladies non transmissibles mais de façon spécifique. Et avec des stratégies spécifiques. On a des stratégies communes parce que toutes les maladies non transmissibles, comme on le dit généralement, ils ont les mêmes facteurs de risque. Donc en matière de prévention, on va avoir pratiquement les mêmes approches, mais que par rapport maintenant à la prise en charge des différentes pathologies, chaque maladie est prise de façon spécifique avec ces stratégies. Et dans ce cas, effectivement, nous avons des stratégies qui sont très bien définies en matière de prise en charge du diabète dans ce document de politique. Et il reste maintenant à le faire valider au niveau du gouvernement. Et je suppose que dès que ce serait validé, l'insuffisance qu'il y a de ne pas avoir la photographie de la maladie sur l'ensemble du territoire, on va aller à cette étude. Oui, en fait, c'est un réel problème pour toutes les maladies non transmissibles. Et cela est valable pour le Mali, pour beaucoup de pays. Puisque les maladies non transmissibles ne considèrent pas vraiment une priorité dans le temps, ce qui fait que beaucoup de travaux n'ont pas été faits en la matière. C'est ce qui fait que vraiment ces maladies souffrent de pénurie de données. Et nous envisageons, une fois que le document sera adopté au niveau du gouvernement, envisager pour chacune des maladies, faire une évaluation nous permettant vraiment de connaître ces maladies aux différents niveaux de la pyramide sanitaire. Et comme on l'a dit, on connaît le problème au niveau urbain parce que c'est là que, mais quand on va sur le territoire en périphérie, le problème c'est qu'il n'y a pas, les activités ne sont pas vraiment menées, ce qui ne nous permet pas vraiment de dire quelle est la situation à ce niveau-là. Et c'est ce qui explique effectivement cette différence entre le niveau urbain et le niveau national et périphérique. Alors, nous allons demander aux associations, peut-être de façon empirique, elles aussi, elles reçoivent des patients, des adhérents qui viennent beaucoup plus de certains milieux que d'autres. Est-ce que vous avez eu à faire un constat de ce genre pour orienter un peu les spécialistes par la provenance de vos adhérents? Effectivement, dans les centres de référence, nous avons des malades et des malades qui ont accepté de se regrouper en association. Par exemple, si nous prenons le cas de la commune où je réside, nous avons à peu près 80 adhérents qui sont tous diabétiques de type 1 et de type 2. Vous voyez bien. Alors, donc, mais l'association, elle a permis aussi d'adoucir, comme on appelle la souffrance des malades, puisqu'elle intervient auprès des autorités médicales et elle est intermédiaire entre les ONG et les malades. Et grâce à l'association, les malades ont eu beaucoup d'avantages. Par exemple, pour la prise en charge, le coût d'audience a été réduit et généralement, par exemple, les enfants de type 1 bénéficient gratuitement de l'insuline et vous voyez bien, et même il y a des frais de suivi, de consultation qu'on leur offre aussi. Donc, généralement, en communauté, en tout cas, c'est l'association qui gère tout ça. Au-delà de ça, des frais d'insuline pour les enfants et certaines catégories, est-ce que vous avez d'autres facilités, notamment dans vos rapports avec l'État et aussi dans vos rapports avec les médecins traitants? Effectivement, nous avons une écoute auprès de la Direction nationale de la santé, tu vois, à la division des maladies non transmissibles, parce que souvent nous organisons des manifestations, comme on appelle les tables rondes, des formations des tradithérapeutes, et à chaque occasion, nous sommes assistés par l'État. Récemment, nous avons entendu à l'occasion de la célébration de la journée que vous avez jugé nécessaire d'aller en fédération des associations de lutte contre le diabète. Alors, pour aller en fédération, ça veut dire que vous avez des répondants au niveau des régions. Est-ce que vous avez d'autres associations? Effectivement, ça veut dire que ce ne sont pas des associations de lutte contre le diabète, ce sont des associations de diabétiques qui sont référées dans les centres de référence et qui se sont regroupées dans des localités, Tombouctou, Bla, toute la région de Ségasso, tout le district de Bamako, nous avons Nioro, alors qui se sont retrouvés, comme on appelle à Bamako ici, pour créer la Fédération nationale
Et quel est l'objectif global? Bon, l'objectif, c'est la prise en charge des diabétiques. Faciliter la faut faciliter la prise en charge des diabètes et surtout plaider auprès de l'État pour décentraliser, comme on appelle, le traitement du diabète. Par exemple, c'est dans les grands centres que les diabétiques sont généralement traités, mais au niveau des villages ou des communes rurales, il n'y a pas de médecin référent là-bas. Donc, je crois qu'avec l'association, où les gens, donc l'État va penser à élargir, comme on appelle, les soins de traitement du diabète. Alors, Docteur Nazoum, nous revenons à vous toujours. Au-delà de cette politique qui est en ce moment en chantier, quels sont les actes que l'État a posés dans le cadre de la prise en charge ou de faciliter même cette prise en charge? Bon, les actes qui sont vraiment mis en place aujourd'hui, c'est le fait que l'État facilite l'intervention des associations et l'intervention des ONG en la matière. Et par rapport à ça, effectivement, c'est l'occasion pour moi vraiment de remercier quand même l'ONG Santé Mal Diabète, qui vraiment a œuvré à nos côtés pour nous permettre vraiment de former le maximum de médecins au niveau des différentes régions et même dans certains centres de santé du CERF pour vraiment assurer la prise en charge. Donc vraiment, aujourd'hui c'est vraiment l'appui à la formation et c'est vraiment l'appui aux ONG pour vraiment mener les activités de prise en charge. Et en ce qui concerne la disponibilité des produits de prise en charge? Ouais, on est en train de réfléchir maintenant comment est-ce qu'avec la PPM, avec même l'État, comment faire en sorte que les médicaments soient disponibles et envisager. C'est d'ailleurs certains éléments même de la politique où nous avons pensé qu'un certain nombre de maladies non transmissibles, dont le diabète, vont être soumises au niveau du gouvernement pour être considérées comme des maladies sociales, dont le diabète. Ok. Alors, après avoir fait le tour de la question, nous entrons dans le vif du sujet. Comment vivre avec le diabète? Puisqu'on a dit que c'est une maladie chronique, il y a différents types. Alors, professeur, je reviens à vous toujours. Oui. Comment vivre à ce moment avec le diabète? Ok, d'accord. C'est une question difficile mais facile aussi si on essaie de comprendre comment vient la maladie. Et comme on l'a dit tantôt, il y a deux types de diabète. Le type 1, c'est classique, connu, il faut de l'insuline. C'est le problème qui se pose peut-être. Mais le type le plus important, c'est le type 2. Et c'est ce type 2 qui fait que la fréquence du diabète a énormément monté dans le monde entier, parce que de 80 millions de diabétiques en 1985, on prévoit 500 millions de diabétiques d'ici l'an 2023. Pour rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs, voilà. Un ou deux symptômes de ce type 2. Voilà, donc justement, ce type 2, c'est justement le diabétique qui se méconnaît, parce que justement tout ce qu'on vient de dire dans le syndrome d'hyperglycémie, qui est la polyurie, la polydipsie, l'amaigrissement, la polyphagie, peuvent tous être en sourdine. Et ce malade ne se connaît pas diabétique et souvent son diabète n'est découvert qu'à certaines occasions. Chez nous, c'est surtout au départ à la Mecque, on découvre énormément de diabétiques. Quand il y a des bilans de santé qui arrivent, ou comme on a dit, quand il y a des facteurs de risque, le sujet est peu obèse, il va demander ou bien il a un parent. Donc c'est justement ce diabétique qui se méconnaît parce que les signes sont très à bas bruit, ne sont pas bruyants. Et donc, il ne sait pas, ça peut évoluer des années durant avant qu'il sente qu'il est diabétique ou bien il faut qu'il y ait une complication. Souvent, c'est parce qu'il y a une plaie, parce qu'il a déjà une baisse de la vision. Donc, il y a déjà des complications qui font que lui, il sait qu'il est diabétique. Et c'est ça, à ce niveau-là, que doit se porter pratiquement la grande partie des efforts à mener pour lutter contre ce diabète. Parce que c'est ça le type 2 le plus fréquent, 80%. Et c'est ce type de méconnu longtemps et qui n'est connu qu'avec des complications. Donc, il faut agir sur ce type 2 essentiellement. Et les politiques, ce n'est pas seulement la politique nationale, mais même la politique familiale de prise en charge de ce diabète. Parce qu'on a dit diabète, excès de sucre, mais ce sucre vient où? De l'alimentation. Et cette alimentation est gérée dans la famille, par la famille. Donc, c'est là où l'effort essentiel doit être mis. Et c'est pourquoi on dit souvent, le diabétique doit vivre bien avec son diabète. On ne doit pas l'affamer, on ne doit pas lui faire peur, mais on doit lui expliquer comment il doit faire pour au moins avoir une bonne vie avec sa maladie. Juste l'équilibre. Et il faut qu'il soit discipliné. Qu'il soit discipliné. Cet équilibre, c'est classique pour tout le monde. Pas trop de sucre,
pas trop de graisse, pas trop de sel. Je pense que cet élément-là est valable pour nous tous, pas uniquement pour les diabétiques. Chez les diabétiques, on va encore un peu plus s'appuyer sur l'excès de sucre, l'excès de graisse, mais c'est en fait une bonne hygiène de vie qu'on lui demande de faire. C'est ça. Et qui doit être compris. Nous allons d'ailleurs demander aux médecins traitants souvent qui ont affaire à ces cas, s'ils ont des conseils à donner, et surtout le représentant des associations qui est là, ça ne tombera pas dans une oreille de sourd. Alors, par rapport à ces deuxièmes types de diabète, il y a des conseils à donner aux patients et aux parents. Ok, merci M. Koulibaly. Le professeur Sidibé vient de le dire, le diabète de type 2 est généralement découvert avec beaucoup de complications déjà. Donc ça veut dire que déjà nous devons faire beaucoup d'efforts pour faire des dépistages. Parce que ça veut dire qu'une fois que le diabète est découvert tôt, on pourra faire tout pour que les complications ne viennent pas. Donc on sait tous que le diabète est la première cause d'amputation non traumatique ici chez nous au Mali. Le diabète également est toujours la deuxième cause ici de cécité. Ça veut dire que le diabète est une maladie qui est onéreuse, qui amène tellement de complications et on a dit que le type 2 représente déjà jusqu'à 80 à 90% des cas. Donc le dépistage précoce, il faut que tout le monde parte à l'hôpital se dépister très tôt. Déjà avec l'âge, l'âge est déjà un facteur de risque pour le diabète de type 2. À partir de 35 ans, 40 ans, tout le monde doit au moins faire sa glycémie une fois par an. Il ne faut pas attendre les signes pour aller se faire consulter. On dépiste tôt, on va installer le traitement qu'il faut. Et donc, il y a déjà ça. Et le professeur Sidibé a également parlé des facteurs de risque. Ce n'est pas également l'âge, il y a également l'antécédent familial qui est là. J'ai mon papa qui est diabétique, j'ai des grands-parents qui sont diabétiques, je ne dois pas m'asseoir jusqu'à ce que les signes apparaissent. Et nous voulons dire que le diabète de type 2 peut être prévenu. On doit s'appesantir surtout sur la prévention. Nous sommes dans un pays en voie de développement et les patients n'ont pas assez de moyens. Donc, nous devons prévenir le diabète de type 2. Quand il est là, on sait ce qu'on doit faire. Mais pour le prévenir, la prévention s'appesantit surtout sur le régime alimentaire. Un bon régime alimentaire, manger moins salé, moins sucré, et moins graissé et faire l'activité physique. Chose que le malade ne fait pas. Avec la multiplication des engins, les motos, les Jakarta, les voitures, personne ne marche plus. On fait tout dans les voitures. Nous devons marcher pour prévenir ce diabète de type 2 qui peut amener des complications fatales. Très bien. Docteur Drago a touché un problème, notamment le dépistage. Mais malheureusement, il se trouve chez nous souvent, il y a le problème même de la formation des agents qui doivent dépister ça à temps. Alors, m'adressant au docteur Nazoum, il y a deux questions. Est-ce que tout le monde est compétent souvent, notamment je vais parler des infirmiers, souvent il y a certains coins où vous n'avez pas de médecin. Et si le personnel soignant n'est pas en mesure de détecter à temps, le patient a beau venir de repartir, il y a problème. Ensuite, on nous a parlé souvent d'accidents qui arrivent au niveau des structures de santé, notamment par ces perfusions de sérum. Qu'en est-il? Ça pose toujours le problème de formation. Je pense que la deuxième question, je donnerai ça au professeur. Mais ce qu'il a dit, en fait, tout le monde est compétent en la matière. L'essentiel est que les gens bénéficient de la formation. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. De plus en plus, on est en train de former et le personnel, les médecins et même le personnel paramédical sont en train de former par rapport au dépistage. Et ceux qui sont déjà formés savent déjà quels sont les chiffres qu'il faut considérer comme diabétiques et prendre les dispositions en la matière. Maintenant, par rapport à la prise en charge des malades au niveau de l'hôpital chez qui on a fait une prévision de sang glycosé et qui pose des problèmes, je pense que vraiment la question est très difficile à comprendre parce que généralement, c'est quelqu'un qui est sûrement venu, on ne sait vraiment pas